Monsieur le chef d'état-major des forces armées, messieurs les anciens chefs d'état-major, messieurs les invités, les colonels et toute personne présente dans cette salle, avec tous mes respects. Je voudrais vous expliquer, d'abord féliciter les deux orateurs qui vont me permettre de réduire mon texte. Parce qu'ils l'ont fait de manière extraordinaire. Je ne suis pas capable de faire ce qu'ils ont fait. Tous les deux. Vous avez traité tout un chapitre de mon texte. Donc, je vais l'éliminer. Je vais le réduire. Je voudrais simplement vous dire que ce livre est la suite logique d'un projet qui remonte à 1998. Ça veut dire que le premier tirailleur que nous avons enregistré sur cassette, c'est en 1998 à Guinguinéo. C'est le sergent-chef Aliou Ba qu'on a cité tout à l'heure. Ce travail est le résultat de plusieurs années de collecte d'informations auprès des tirailleurs sénégalais et ou des membres de leur famille. Recherche aussi dans les archives du service historique de la défense au château de Vincennes à Paris, aux archives de Nantes et aux archives du Sénégal. C'est tout ça qu'on a conjugué pour faire le livre. Maïtiam l'a bien expliqué, je ne reviens pas dessus. Alors, quel a été notre objectif? Nous voulions informer le peuple sénégalais et l'Afrique pourvoyeure de tirailleurs sur cette tragédie longtemps occultée et taboue. Tabou parce que, vous verrez, tous les chefs d'État africains n'ont jamais osé parler des tirailleurs qu'on a exécutés à Tcharoy. Senghor, Abdou Diouf, etc. Ça aussi, on y reviendra, c'est expliqué dans le livre. Le deuxième objectif, c'est de rétablir la vérité des faits historiques de notre pays qui sont maquillés, falsifiés, caractérisés par des oublis et des omissions volontaires pour des raisons idéologiques inavouées. Troisième objectif, c'est pour sauvegarder une part importante de notre patrimoine historique dont les principaux acteurs sont en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons à moi seul, M. Fall Anna, M. Fatih Anna, Mamadou Diallo Anna, nous avons des cassettes. Moi, j'en ai plus de 100 et quelques cassettes enregistrées, plus les documents des militaires, le livret militaire, ce qu'on appelle le livret militaire, photographiés, photocopiés. Nous voulions répondre à un besoin en support didactique manifeste des enseignants pour améliorer la qualité de leur enseignement. Vous savez qu'il y a des leçons qui portent sur la guerre en Afrique et la guerre, les Africains dans la Deuxième Guerre mondiale. Le chapitre sur les tirailleurs sénégalais est truffé d'erreurs. Et on enseigne ça à nos élèves depuis des années. Donc, puisque je suis pédagogue aussi, didacticien, j'ai cherché à faire des ouvrages, tous les trois ouvrages que vous voyez que j'ai écrits. Le premier, c'est sur la conquête coloniale avec le capitaine Racine. Le deuxième, c'est l'histoire politique du Sénégal à partir d'un personnage important, Ibrahima Sékou Ndaw. Donc, c'est le cours de décolonisation en troisième et en terminale. Et là, c'est le cours des différentes guerres auxquelles l'Afrique a participé avec la France. Alors, quelle est la structure de l'ouvrage? Je ne vais pas reprendre ça, parce que les deux collègues qui ont parlé l'ont bien expliqué, donc je passe dessus. Ce que j'ajouterai là-dedans, c'est deux choses. Sur la Première Guerre mondiale, nous avons été invités par le chef d'état-major, envoyés par le chef d'état-major du Sénégal, de l'armée sénégalaise, pour le représenter en Turquie, avec le colonel Matar Diop, que je remercie au passage, le colonel Souleymane Gueye, que je remercie au passage pour tout ce qu'il a fait, et il y avait moi, et Mordao et moi. Et nous avons fait des communications, et nos communications ont été primées, décorées. Sur les 300 quelques communications, celles du Sénégal ont été primées. Et on a représenté dignement le chef d'état-major des armées. Et là, ça m'a permis, quand j'ai visité les cimetières, les champs de bataille à Kanakale, on est resté là-bas du 21 au 28. On était accueillis, on était vraiment dans de très bonnes conditions. Nous avons visité, ils nous ont visité tout. Ils nous ont démontré comment, quand vous mettrez sur le bord de la rivière pour voir le goulot d'étanglement dans lequel se trouvaient les soldats sénégalais et qui ont été tués par des mines. Ensuite, des canaux qui étaient entre les deux rives et qui les bombardaient. Vous avez les larmes aussi. C'est inimaginable comme mort. Alors, donc, j'ai voulu faire un hommage aux inconnus morts pour la France. Et là, je salue au passage le colonel Sek, Abdoulaye Sek, je crois, qui était l'attaché de défense. L'attaché de défense.
c'est lui qui nous a accueillis, qui nous a accompagnés et qui, à la fin, quand j'ai discuté avec lui, m'a donné la liste. Parce qu'on a visité le cimetière où sont enterrés les Sénégalais. Alors, il m'a donné la liste des 2240 personnes enterrées, soldats enterrés, avec une croix, de manière inconnue. Tous avaient une croix. Et ce jour-là, quand on est arrivé, nous avons trouvé quelqu'un qui était en train de scier les croix. Et c'est le colonel Abdoulaye Seck, qui, avec l'ambassadeur du Maroc et de France, ont initié cette opération pour qu'on identifie les Sénégalais musulmans et les autres musulmans, les Arabes, et qu'on enlève les croix. Et c'était devant nous qu'on coupait les croix et on était là-bas. Alors, donc sur les 2240, c'est des gens qu'on a récupérés dans 10 cimetières et qu'on est venu enterrer dans le cimetière français. Il y avait 2240 tombes et sur les 2240 tombes, j'ai identifié 364 présumés tirailleurs sénégalais à partir des noms. Parce qu'il n'y a aucun signalement sur les soldats, il n'y a que des noms, mais il n'y a rien de plus. Et sur les 364 présumés tirailleurs, 43 ont des noms sénégalais. J'ai même les photos dans le livre, vous verrez les photos des Sénégalais qui sont enterrés. J'ai fait un peu de parti pris, j'ai pris les photos, 3 photos dont 2 sont du Sine Saloum. Bon, c'est parce que j'habite la région de Kaolack, mais je ne suis pas régionaliste. Alors, donc, le reste c'est des Sénégalais, le reste c'est des Africains, des Français et des Israéliens qu'on a enterrés dans le même truc. Donc c'est ça que je voulais ajouter et nous avons rendu un hommage à ces gens-là. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, on a identifié là-bas des tombes, des fosses communes. Nous avons 2 tirailleurs qui ont disparu, le tirailleur Fallou Fall et le tirailleur Amersi. J'ai cherché partout en France, dans les archives, j'ai cherché leur identité, le dossier, je n'ai pas pu le trouver. Parce que si vous allez dans les archives, souvent, c'est les officiers qu'on trouve là-dedans, le nom des officiers. Fallou Fall et tout. Alors, les gens ont pensé identifier des tombes. On a vérifié, ce n'est pas le tombe, tous les deux. Les gens voulaient qu'on ramène Fallou Fall, ça c'est ses parents. Les Tidjanes ont refusé qu'on ramène le Amersi. Parce qu'ils disent que celui qui est entré là-bas n'est pas Amersi. Alors, ce qui fait qu'on nous a informé sur place qu'il y a des fosses communes. Mais on n'a pas la preuve. Donc, puisque je n'ai pas la preuve, je ne peux pas le dire officiellement, de manière officielle. Mais on m'a dit que certains, les deux là, il y en a un qui est enterré dans une fosse commune. Mais je n'ai pas la preuve de l'écrire. Alors, si on prend le truc de Thiaroye, j'ai voulu faire un chapitre spécial sur Thiaroye. Parce qu'il y a trop de contre-vérités. Beaucoup de gens qui ont écrit sur Thiaroye, ce qu'ils racontent, c'est faux et archi faux. Parce qu'ils n'avaient pas accès aux archives qu'on a données au Sénégal. Et même ces archives-là sont incomplètes. Il y a beaucoup de ratés dans ces archives. Il y a des rayures, il y a des textes qui sont réécrits après les événements. Et ça se voit. Si vous lisez les documents... Alors moi, je remercie le colonel Souleymane Gueye. C'est lui qui m'a permis d'accéder aux archives. J'avais une copie qui m'a été donnée par un Français, des archives. Donc j'ai ma propre copie. Mais je voulais confronter avec ce que Hollande nous a envoyé. Et ce que Hollande nous a envoyé, j'ai l'analysé, comme d'autres l'ont fait, et j'ai montré les lacunes et les limites. Il y a beaucoup de dossiers qu'on a retirés des archives. C'est expliqué dans le livre, donc je n'y reviens pas. Alors, pour Thiaroye, il faudrait qu'on sache qu'il y a beaucoup de problèmes. Et je vais vous dire ce qui est maintenant officiellement peut-être publié et ce qui ne l'est pas. Alors, si on prend Thiaroye, le travail de recherche de la vérité sur la monstrueuse théorie, moi je parle d'exécution, vous m'excuserez, je ne suis pas militaire, mais ce que j'ai analysé, ce que j'ai vu, les lettres que j'ai lues, les correspondances, les archives, c'est des milliers de photos qui sont scannées. Ah, on a exécuté les gens et je vous dirai pourquoi. Donc, pour le profane que je suis, ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui est sans réponse sur les questions qu'on s'est posées en faisant ce travail. Le nombre de tirailleurs ex-prisonniers débarqués le 21 novembre 1944 du bateau Surkicia, ce nombre, on ne le connaîtra pas parce que la France ne veut pas qu'on la connaisse.
Ce nombre, jusqu'à présent, on dit 1300, 1200, 1600, 2000, 2300. Alors qu'il y a même la fiche de débarquement du bateau, j'ai eu accès à ça. Dans la fiche de débarquement du bateau, il y a trop de contradictions. Deuxième chose qui n'est pas claire, on ne connaîtra jamais le nombre de tirailleurs tués par la France. Mon collègue Chafati disait que la France fait tout, la France ne veut pas qu'on connaisse le nombre. Parce que si on connaît le nombre, nous allons connaître, si on connaît le nombre de gens qui sont arrivés, nous allons connaître le nombre de morts. Mais nulle part, on ne trouve pas le nombre. On l'a gardé pendant 72 ans en disant qu'il y avait 35 morts. Et quand Hollande est venu, il a reconnu officiellement. Mais déjà, en France, les gens, certains avaient accès aux archives. Nous, on n'a pas accès aux archives. C'est pourquoi aussi on ne pouvait pas avancer dans l'investigation. Alors, maintenant, Hollande est venu, nous a dit qu'il y a 70 morts. Nous, les Sénégalais, et même les Français, les amis français qui sont en France, j'ai reçu des messages quand le livre est sorti. Ces amis nous parlaient de 300 à 400 morts. Baïdé parlait de 156 à 300. L'autre, Armel Mabon, parlait de 300 à 400. Donc les gens ne sont pas d'accord sur le nom. Mais le chiffre officiel de la France d'aujourd'hui est de 72 morts. Alors que pendant 72 ans, on nous a dit que c'est 35 morts. On ne connaîtra jamais le lieu où sont enterrés. On ne veut pas connaître le lieu où sont enterrés les corps. Ils ne sont pas dans le musée, dans le, comment ça s'appelle, le cimetière de Tcharoy. Ils ne sont pas là-dedans. Selon certaines... Et si vous lisez les documents, il y a tellement de contradictions. Si vous faites la confrontation des différentes sources, il y a tellement de contradictions qu'on ne peut pas savoir où ils sont. Des fois, ils sont dans le cimetière. Les populations disent non, ils ne sont pas dans le cimetière. Les gens qu'on a contactés, ils nous disent qu'ils ne sont pas dans le cimetière. Ils sont dans une fosse commune, etc. Donc, il y a trop de contradictions. Les chiffres que les gens disent avoir enterrés et la réalité, ça fait 2. Donc, on nous cache des vérités et on a retiré des archives, les dossiers qui pouvaient nous donner les réponses. On ne les a pas. Et j'ai 2 copies, hein, j'ai 2 copies. Une copie qui m'a été donnée par un Français et une copie du musée des Forces armées détenu par le musée des Forces armées. Et je salue au passage aussi, je remercie au passage le colonel Guy, Mandibou Guy. C'est lui qui m'a donné son bureau, sa machine, et il s'est absenté pendant le temps, plus de 15 jours que j'ai passé chaque matin ici pour faire la fouille des trucs et les scanners. Et c'est Jacques aussi, le sergent Jacques, je crois, Jacques Diouf, qui était à ma disposition. Et quand la machine tombait, c'est lui qui faisait venir quelqu'un pour réparer et qui m'a permis de faire. Mon livre est un livre collectif. Maïtam l'a dit, j'aurais pu le signer avec beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Il y en a même qui m'ont donné des archives en cliquant sur le texte. Madame Diop m'a donné des documents dont je n'avais pas accès. Donc c'est l'armée qui m'a aidé à faire ce boulot-là. Et je les remercie. Alors, ce qu'on ne saura pas aussi, quand ils ont exécuté les tirailleurs sénégalais, ils ont spolié leurs biens. Ils ont récupéré tout ce qui était bon de trésor, contre chèque postaux, genre chèque postaux, je ne sais pas comment ils l'appellent, les différents objets, c'est-à-dire ils sont revenus avec des objets. Ils sont venus avec des fusils, ils sont venus avec des pistolets, ils sont venus avec des poignards, etc. Tout ce que vous voulez. Et ils avaient leur argent liquide. Il y en a qui avaient des chèques, des bons de trésor de 50 000 francs. Il a écrit en Wolof, Amonna Fouki Djouni ak Nyar Témé. En Wolof, quand on l'a entendu au tribunal. Ils donnaient les sommes avec lesquelles ils sont venus. Tout cet argent-là, on ne sait pas combien, mais l'armée coloniale, le général de l'armée de l'armée coloniale à l'époque, Dagnan, l'a estimé à 18 millions à l'époque. Donc les tirailleurs sont venus avec beaucoup d'argent. Il y en a qui avaient 100 000 francs dans leur compte ou en espèces. Tout a été récupéré par l'armée coloniale. Et l'armée coloniale, bon, aujourd'hui, nous leur posons la question, où sont nos morts, combien ils sont et où sont leurs biens. Il faut nous les rendre. C'est notre argent, vous le rendez aux familles des gens, leur argent, parce qu'ils sont battus pour défendre la France. Et j'ai dit, je vous raconte une anecdote, dans le livre, que, si vous le voyez, derrière j'ai mis, les tirailleurs ont sauvé une France à genoux devant l'armée, non, une France ingrate devant l'armée, à genoux devant l'armée allemande. Et j'ai rencontré un collègue le jour où le livre est sorti, il est venu me dire, mais professeur, pourquoi vous avez écrit que la France était coloniale et ingrate? Je dis, mais moi, je n'écris pas pour les Français. Mon livre, je l'ai écrit pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Les Français ont écrit leur livre,
c'est le droit le plus absolu. Mais nous aussi, nous avons le droit d'écrire notre livre. Et j'ai écrit ce livre-là pour ça, pour remettre en cause les pendules. Et j'étais invité à Blois il y a 10 ans pour faire une communication. En marge de la communication, les Français nous ont invités à une réunion. Et lors de cette réunion, ils nous ont dit la France est en train d'écrire un livre sur la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne. Le principal ennemi. Mais ça veut dire que ni les tirailleurs sénégalais, ni les Africains, autres Africains, ne vont pas apparaître dans ce livre-là. Parce que tous les livres qui ont été écrits, j'ai consulté tous les ouvrages manuels qui étaient en circulation de 1898 à aujourd'hui à Lyon. Vous ne verrez jamais dans ces livres faire référence aux tirailleurs sénégalais. S'ils le disent, ils parlent des tirailleurs de l'Afrique du Nord, les Arabes. Alors que c'est grâce à nous, en tout cas, on a contribué à la libération du monde libre. Nous avons sauvé la France en payant de nos vies. Et ça, je crois qu'on ne pourra pas se taire pour ça. Qu'est-ce qui est sûr maintenant? Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils ont dit? L'armée coloniale est responsable de l'exécution des tirailleurs sénégalais, ex-prisonniers rapatriés au camp de Thiaroye le 1er novembre 1940. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les textes, les documents, et c'est le président François Hollande qui a dit au Sénégal que les gens ont été tués par le frère d'armes. Je n'ai rien inventé. Mais j'ai prouvé, à partir des documents et à partir de ce qu'il a dit, que c'est les Français, c'est l'armée coloniale française encore, ce n'est pas les Français, c'est l'armée coloniale française qui a exécuté les... Alors, quand je dis exécuté, dans les archives, vous trouverez que les gens qui sont tués ont été ciblés, ont été tués par des tirs ciblés. Et le général Dagan lui-même le dit. Les premiers qui sont tombés, c'était des gens ciblés, c'est des tirs ciblés sur les gens. Et des gens, je vous rappelle, qui n'étaient pas armés. Aucun d'entre eux pratiquement n'était armé. On a trouvé simplement deux pistolets qu'ils ont ramassés et qu'ils ont dit qu'ils appartenaient aux tirailleurs. L'opération est conçue, préparée et exécutée avec une froideur et une détermination inqualifiée, qu'on ne peut pas qualifier. La complicité des plus hautes autorités qui, dans l'ampleur des dégâts, se sont empressées de couvrir les exécutants des ordres qu'elles avaient donnés ne fait l'objet d'aucun doute. Ça, maintenant, on le sait. On sait qu'on a la certitude aussi parce qu'on a discuté sur qui a tiré. En trouvant les balles, j'ai demandé à des militaires de m'expliquer la quantité de balles et le type de fusil, c'est identifié. Et nous avons la certitude maintenant que ce que vous appelez l'AM, c'est automilitaire, je crois, l'AM, sur lequel se trouvait le lieutenant-colonel qui était responsable du camp de Thiaroye, a été le premier à tirer sur l'esplanade où il y avait même ses propres officiers. Et les officiers qui étaient avec lui, qui se trouvaient devant et qui avaient rassemblé les soldats, le gars a tiré sur les gens. Donc ça, il n'y a plus de doute maintenant. On sait que ce sont eux qui ont ouvert le feu. Alors, enfin, les nombreux documents d'archives introuvables qui sont retirés des dossiers qu'on nous a envoyés, ils ont retiré les documents. Et j'ai identifié, je n'ai pas identifié, quelqu'un a identifié les documents, il me l'a donné, j'ai complété pour montrer les dossiers qui sont retirés, qui devaient nous permettre d'avoir les bonnes réponses. Ils sont corrigés. Vous avez souvent un rapport général ou des officiers avec des contradictions. Par exemple, si vous me faites le déroulement de l'opération à Kaolack, vous me dites que l'opération a commencé à 9h, 9h30, 10h30, 11h, midi, etc. Fin de l'opération. Ici, on met 9h, ensuite on met 9h30, on revient à 9h, on fait 10h, on revient à midi et on repasse à 11h. Donc ça veut dire que c'est un travail qui a été fait après pour maquiller les trucs. Et ça, vous le verrez dans le livre. Je donne tous les détails. Il y a des passages surchargés. Ils mettent du blanco, c'est dactylographié, c'est par rapport. Ils mettent du blanco et ils écrivent en haut. Ou ils écrivent sur la marche. Mais ils ont enlevé une partie. Donc ça veut dire qu'on l'a truqué, on l'a falsifié. On relève des incohérences, voire des contradictions flagrantes, preuve d'une volonté manifeste de leur manipulation, leur maquillage, dans le seul but de cacher certains faits. Ils ont fait l'opération, ils ont exécuté les gens, mais il fallait maintenant faire de telle sorte qu'on les accuse. Parce qu'au tribunal, le truc d'accusation, c'est de dire que ce sont eux qui ont tiré sur l'armée coloniale. Et nous avons riposté, alors que c'est faux, c'est l'inverse. Enfin, l'organisation du procès par le tribunal
militaire permanent de Dakar. Ça a duré, vous voulez juger plus de 34 personnes, jusqu'à 40. Vous faites un truc en 2 jours, donc c'est express, c'est le TGV ou le, comment s'appelle notre train là? Le TER. Le TER. Son déroulement et la lourdeur des peines révèlent une parodie de justice dont le principe fondamental était de punir, de donner un exemple, mais pas de rendre une justice. On voulait montrer aux gens que ça, on ne pourra pas le permettre. Parce qu'en ce moment, la France coloniale avait perdu du terrain et les tirailleurs sont revenus avec de nouvelles idées. Ce ne sont plus des bien oui-oui, ils se sont révoltés depuis la France. Arrivés ici aussi, ils ont commencé à se révolter. Donc, voilà ce que je peux dire sur Thiaroye, mais vous le lirez dans le livre, dans les détails. Alors, ça, ce sont mes propres convictions. Je voudrais simplement vous dire que les 16 chapitres que vous trouverez dans le livre sont composés d'une part de communications présentées lors des colloques de Paris. Je suis allé à Paris en 1999, toujours dans le cadre de l'armée, pour faire des communications. Je suis allé participer à la commission internationale d'histoire militaire organisée à Amsterdam en 2010. J'ai fait une communication qui a été aussi primée, comme on dit. Sofia, toujours en Bulgarie, en 2012, j'ai fait une communication. Je suis allé à Varna en 2014, j'ai fait une communication. Et je suis invité à la célébration de la Première Guerre mondiale au Sénégal, j'ai fait une communication. Et j'ai représenté le général chef d'état-major des armées, Mamadou Sow, dans les Dardanelles, en compagnie des officiers que j'ai cités tout à l'heure, en 2015, où nous avons fait des communications. D'autres témoignages de tirailleurs qui ont accepté de prendre la parole pour se raconter aussi. Donc voilà les bases de notre travail. Alors, comment nous avons procédé, je ne vais pas y revenir, Mathiam l'a expliqué, c'est un travail, je voulais, mon objectif en faisant ce que Mathiam vous a dit, envoyer les étudiants dans les régions, je ne voulais pas aller aux maisons des anciens combattants et demander qu'on donne des anciens combattants. Il y a des professionnels qui sont là pour raconter des trucs. Je ne voulais pas de ces gens-là. J'ai demandé à mes étudiants d'aller dans leurs villages respectifs et de chercher dans chaque village un tirailleur ou 2 tirailleurs. Comme ça, j'aurai la possibilité, avec cette approche nous a permis de sortir de l'ombre plusieurs tirailleurs oubliés dans les villages, les plus reculés, et qui risquaient de disparaître à jamais avec le souvenir et les expériences. On les a enregistrés, on les a photographiés, on a scanné le livre militaire. Donc c'est des documents de référence. Quelqu'un, ça j'y reviendrai, qui veut écrire sur ça, il peut venir me voir, je vous dirai. J'ai à moi une centaine de, plus de 100 cassettes, mes autres collègues en ont aussi autant. Donc on pourra réécrire d'autres. J'ai dit, ce que Mathiam a dit, c'est vrai, le titre est fait exprès, on l'a fait exprès. Je n'ai pas écrit les tirailleurs sénégalais, j'ai dit des tirailleurs sénégalais. Ça veut dire que quelqu'un qui maintenant, moi je suis fatigué, je suis épuisé, mais quelqu'un qui veut écrire un livre sur ça, il pourra faire des tirailleurs sénégalais se racontent, tome 2. Parce que tous les documents que nous avons, il y a deux positions. Où on les prend, on les publie tels quels en les corrigeant les fautes, les incorrections, etc. Ça va être des sources. Ou quelqu'un qui va faire un livre sur ça, il vient, il prend les références, les sources, et il les exploite. Donc on a deux possibilités. Si on a une subvention ou un truc pour le faire, bon, on choisira des gens pour le faire, même l'armée pour faire ça. Moi, je crois que je vais me retirer après avoir publié les 2 prochains livres que je suis en train d'écrire. Alors, donc comment nous avons fait ça? On passe. Tout ça sur la méthodologie, je passe. Maintenant, sur les questions sensibles. Ce que je peux dire, c'est que nous regrettons que les premiers dirigeants post-indépendance, c'est-à-dire les présidents africains, post-indépendance de l'Afrique de l'Ouest, aient adopté la stratégie des bouches cousues. Ça veut dire tête guémé. Alors, on l'a traduit comme ça, bouche cousue, moi tête guémé. La France ne voulait pas, en 1958, le pays a voulu faire une manifestation, des autres années, les gens ont voulu faire, on les a réprimés. Et parce que la France ne voulait pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Et c'était interdit. Aucun des chefs d'État africains n'a jamais osé poser le problème. Tout le monde faisait le mort ou la bouche cousue. Et qui a été imposé par la France. Il y a des choses, moi j'ai assisté à des réunions où on nous a dit des choses, bon,
parce que le président est toujours vivant, je ne peux pas en parler, mais il y a des choses qui se sont passées. Parce que nous, on nous avait demandé de donner la date exacte, de faire des recherches pour que, bon, on cherche une date. Nous avons proposé la date exacte. Mais je reviendrai sur ça tout à l'heure quand je vais terminer. Donc, sur tout ce qui concerne la théorie de Tchad 44, contribuant ainsi à ranger cette tragédie aux oubliés et en faire une question taboue. La France a voulu qu'elle soit une question taboue. Elle est une question taboue jusqu'à ces dernières années. Personne n'osait en parler. Sur la question très sensible des pensions, bon, là nous avons des réponses des tirailleurs. Tous les tirailleurs que nous avons interviewés ont donné leur avis sur la question des pensions. Donc c'est détaillé, je ne vais pas la... non, je veux que vous achetiez mon livre. Donc je ne vais pas le détailler, je veux que les gens achètent mon livre. Voilà. Parce que je vous rappelle que les livres que nous écrivons, on n'est pas financé. Je suis allé plusieurs fois en France, je paye mon billet. Je vais à l'hôtel. Je n'ai pas les moyens. J'ai que mon salaire, j'ai utilisé mon salaire pour faire les 3 livres. Chaque fois que je voyageais, je suis allé à Bamako, je suis allé en France, je suis allé en Belgique, etc., etc., etc. Alors, sur la question très sensible, donc, on l'a réglée. Et là, les tirailleurs, hein, je ne sais pas moi, les tirailleurs disent que le président Senghor n'a rien fait pour eux. Ça, ce sont les propos. Je cite, hein, je ne faut pas dire que Abdou Sow a dit. Je dis que les tirailleurs, tous les tirailleurs à l'unanimité disent que sur la question des pensions, ils en ont après Senghor, parce que Senghor n'a pas voulu qu'on leur paye, c'est eux qui le disent, qu'on leur paye leur dû, parce que si on leur paye les pensions normales, ils allaient gagner plus que les fonctionnaires sénégalais, et ça allait déséquilibrer le système des salaires. Bon, mais ça, c'est eux qui le disent, et c'est leur argument. Je ne suis pas leur porte-parole, mais au moins je dis ce qu'on m'a dit. Le président Abdou Diouf, ils disent qu'il leur a toujours, semble-t-il, prêté une oreille attentive. Il les associait aux différentes activités, mais n'a pas réussi à régler la question des pensions, ne serait-ce que de manière interne. Ça aussi, ils le disent pour des raisons qui leur sont propres. Le président Abdoulaye Wade, c'est lui qui a le beau rôle. Il a le mérite d'avoir initié la célébration de la journée des tirailleurs avec les chefs d'État invités, le 23 août 2004. Alors, mais moi j'ai un problème. L'avènement de Thiaroye, ce n'est pas le 23 août 2004. On ne peut pas célébrer une date, parce que le débarquement, le 23 août, correspond au débarquement de Toulon. Ce n'est pas, c'est vrai que les Sénégalais sont morts, mais ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé à Thiaroye. Ce qui s'est passé à Thiaroye dépasse l'entendement et dépasse même le débarquement de Toulon pour nous, Sénégalais. C'est notre histoire, hein. Je ne parle pas de l'histoire de France. Donc, les tirailleurs admettent qu'aujourd'hui, l'ancien président Abdoulaye Wade a œuvré pour la reconnaissance et la réhabilitation des anciens combattants. Je cite ce que les combattants m'ont dit. Alors, maintenant, l'actuel, le président Macky Sall, a la chance de se faire restituer, ça c'est mon avis, ce que je dis maintenant c'est mon avis, la presque totalité des archives numérisées, même si elles sont complètes. Elles sont incomplètes. On a identifié ce qu'on a retiré des archives. Nous savons ce qui manque. Et ce qui manque devait nous apporter les réponses aux questions qui n'ont pas de réponse. Ça, ils ne le veulent pas. Il a aidé à faire avancer, le président Macky, les recherches sur les événements du 1er décembre 1944, du camp de Thiaroye, en mettant les archives à la disposition de la Commission nationale d'histoire générale du Sénégal, dirigée par le professeur Iba Der Thiam, et comprenant des historiens sénégalais et africains, des intellectuels sénégalais et africains de la sous-région. Le président de la République vient de recevoir, semble-t-il, d'autres archives sur les tirailleurs des mains du président Hollande et promet de construire une maison des archives des tirailleurs. Cette idée des archives, etc., c'est une bonne idée parce que ça confirme la volonté du 30 novembre 2014 lors de l'inauguration de mémorial au cimetière de Thiaroye, quand, en parlant au nom du peuple sénégalais, sans ressentiment, il invitait son hôte, le président Hollande, à revisiter notre histoire commune afin que vive la mémoire des tirailleurs et qu'elle soit préservée de l'oubli et de l'usure du temps. Ainsi convient-il la France, et c'est ça le problème de la France avec son histoire coloniale. La France n'est pas capable, et il les invite à se réconcilier avec son histoire coloniale et à rendre justice à ces braves tirailleurs. Voilà ce que Macky a dit quand Hollande est venu au Sénégal. Et je vous dis, à Boulois, ils sont en train de... Ils n'osent pas assumer leur histoire coloniale. La preuve, vous avez vu, c'est Macron qui est allé en Algérie. Il a dénoncé le colonialisme. Avant-hier, c'est lui qui a dénoncé l'assassinat de Odin,
le jeune professeur d'université qui a été exécuté parce qu'il était communiste, mais qui a été tué par l'armée française, les services secrets. Et les services secrets ont dit à sa famille, ils lui ont remis une lettre, à sa femme, pour lui dire que ton mari s'est échappé et on l'a pu le retrouver. Alors que maintenant, Macron reconnaît que ce sont eux qui ont assassiné ce jeune universitaire et qui se battait pour l'indépendance de l'Algérie. Alors, donc, cette date du 23 août, moi j'ai convié dans le livre le président Macky Sall, je ne suis pas son conseiller, mais moi je lui ai demandé, dans ce livre, j'ai donné mon avis, cette date est celle du débarquement de Toulon. Mais la tragédie de Thiaroye du 1er décembre 1944 nous semble plus significative si on compare la symbolique de cette date compte tenu des autres facteurs qu'on pourrait avancer en faveur de la journée du 1er décembre. D'abord, au mois il pleut, on a des difficultés à organiser des cérémonies. Bon, ce n'est pas notre date. Nous, nos morts là, on les enterre. On le fait 8 jours après ou 40e jour, etc. Ben, un an après, si on doit le célébrer, il faut prendre la date du 1er décembre, jour où ils ont été exécutés par l'armée coloniale française. Alors, sans être le porte-parole des tirailleurs, et je vais terminer par là, nous pensons que le président de la République, c'est mon avis, j'ai le droit de dire, je suis libre de penser. Je dis ce que je pense. Je dis, sans être le porte-parole des tirailleurs, nous pensons que le président de la République peut et doit faire plus que ses prédécesseurs en marquant l'histoire et la postérité par d'autres mesures fortes en faveur des tirailleurs survivants, ne serait-ce que pour ceux d'entre eux qui n'ont jamais perçu une pensée. Je vais vous donner l'exemple. J'ai choisi le NDIC là qui est de Sandiara, dans un village à quelques kilomètres de Sandiara. Si j'ai pris son témoignage, Ndik est analphabète. Il avait perdu son père et sa mère. Il a été recruté de force, envoyé à faire la Deuxième Guerre mondiale. Au retour, il débarque, on le fait débarquer à Dakar, on le met dans le train, on le mène à Thiès. Arrivé à Thiès, l'officier lui donne 5 000 francs pour acheter des habits et rentrer dans son village. En attendant le reculement, parce que dans les textes, il était prévu que tous les tirailleurs qui sont revenus seraient recrutés dans la police, etc. Alors, il nous dit vraiment, moi j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Il me dit, on m'a donné 5 000 francs. J'ai acheté des habits, je suis rentré chez moi. J'ai attendu, je n'ai jamais été recruté. On ne m'a jamais proposé un boulot. Mieux, on ne m'a jamais payé de pension. Et quand on l'a interviewé à l'époque, il n'avait pas de pension. Et quand on l'a interviewé, c'est dans les années 2000 et quelques. Jusqu'à ce jour-là, il n'a pas de pension. Mais puisqu'il était un grand agriculteur, cultivateur avant de partir, il s'est enrichi grâce à l'élevage et à la culture de l'arachide et du mil. Et aujourd'hui, dans la région de Sandiara, c'est lui qui donne les bœufs dans certains villages, qui donne les bœufs pour les cérémonies annuelles qui font des cérémonies funéraires, etc. Enfin, pour terminer, notre conviction, et nous avons une conviction forte, est que c'est à nous d'écrire l'histoire à enseigner dans nos établissements, conformément au projet de société décliné par la loi d'orientation. D'ailleurs, il nous faut aller plus loin. C'est le didacticien et le pédagogue qui parle. Moi, je suis l'ancien doyen de la faculté des sciences, technologies de l'éducation et de la formation. J'ai fait que 2 métiers, enseigner, 3, enseigner, recherche et un peu d'administration. Et j'ai fait une administration très courte qui a duré 2 ans et je suis parti. Donc, mais je dis, c'est l'enseignant qui parle ici, le didacticien qui s'occupe de l'enseignement de l'histoire. Je crois que Mbaïtiam, je ne sais pas s'il l'a sauté, il a dit vous dire quand j'ai dévié et que j'étais recruté par l'université, j'ai voulu faire une thèse de doctorat d'état S-lettres, histoire, sur l'enseignement de l'histoire au Sénégal, dès les premières écoles, 1817 à 1998, la dernière réforme de l'enseignement. Donc j'ai fait un travail d'historien et un travail de didacticien qui me vaut maintenant aujourd'hui le statut de didacticien. Donc, enfin, notre conviction est que c'est à nous d'écrire l'histoire à enseigner dans nos établissements, conformément au projet de société décliné par la loi d'orientation. D'ailleurs, il nous faut aller plus loin avec une véritable rupture épistémologique. Enseigner l'histoire autrement, en repensant la vision et la finalité de l'enseignement de l'histoire, en décolonisant les contenus et les concepts, en rompant avec la périodisation qui se réfère à la colonisation. On n'a pas de droit aujourd'hui de faire notre histoire par référence à l'histoire de France. Moi, je suis allergique à ça, Mbaïtiam est allergique à ça, Babacar et tous les collègues de notre promotion, nous sommes allergiques à ça, parce qu'on a été moulés par un homme, c'est le professeur Mbaye.
S'y ajoute la prise en charge. Maintenant, l'histoire, ce n'est plus raconter le passé seulement. L'histoire, c'est analyser pour pouvoir intervenir dans la société. Ça, c'est notre conception. Donc, je dis, s'y ajoute la prise en charge du panafricanisme, du mouvement de la négritude, de l'apport des diasporas africaines à la civilisation, au développement économique, des questions émergentes telles que les défis et les nouveaux enjeux du XXIe siècle, la bonne gouvernance, le genre, les changements climatiques, etc. etc. Je ne peux pas tout citer, mais je m'arrête pour la liste sur ça. Et je voudrais vraiment finir pour vous remercier tous. Et je pense que je l'ai raconté au colonel, au général chef de la major des armées, dans son bureau. Mon amour avec l'armée, je voulais être militaire. J'ai voulu faire le concours. J'ai déposé même pour faire le concours à l'époque de l'école de Saint-Louis, Charles Torré. Mais mon père, en bon peul, je vous rappelle que mes 3 grands-pères ont été démis de leur fonction de chef de canton et de Ardo, 3. J'en ai 3 qui ont été démis de ça parce qu'ils n'étaient pas capables d'obliger les peuls à s'enrôler dans l'armée. Ils ont été démis pour faiblesse ou incapacité ou tout ce que vous voulez. Bon. Moi, je voulais faire le concours, mon père m'a dit, mon fils ne fait pas l'armée. C'est ça qui a fait que je n'ai pas été. Mais donc, je l'ai transféré mon amour à l'armée, mais d'une autre manière. C'est facile, c'est l'historien qui est devenu un amoureux de l'armée. Et je pense que, et j'ai monté tout à l'heure au colonel du 4, mon fils, je lui ai dit que je voudrais que ce gosse-là soit un fils. Donc, je suis là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Général de corps d'armée Mamoudou Keïta, ancien chef d'état-major général des armées. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va? Merci. En tout cas, tous nos compliments pour votre contribution à l'histoire militaire. Que Dieu vous garde en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Général de corps d'armée Abdoulaye Fall, ancien chef d'état-major général des armées. Général de corps d'armée Abdoulaye Faye, ancien Sénégal. Oui. Et plaisir, puisque je crois que le livre sur Mamadou Racine, je crois, l'avait dédicacé depuis Sénégal. Donc, vraiment, C'est vous qui avez fait la préface? la préface, je veux dire, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Moi, je vous cite toujours comme référence. Parce que beaucoup de c'est normal, li ngay defal quartier ak li ngay defal réew mi. C'est le moins qu'on puisse faire. Voilà. Félicitations. Vous avez le qui tenir, yéen ñëpp. Allez, merci beaucoup. Nous avons maintenant 3 livres d'anciens officiers généraux, qui n'ont pas été encore dédicacés. Je les appelle pour le dédicacer. Le vice-amiral Mohamed Saleh, ancien sous-chef d'état-major général des armées. Ancien sous-chef d'état-major général des armées. Vice-amiral. Vice-amiral Sané, Vice-amiral. Amiral Sané, Mohamed Sané, Mohamed. ancien sous-amiral.
Voilà. C'est bon. Félicitations et merci beaucoup. Général Cheikh Ahmed Tidiane Dia, ancien grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Parler de le chef, là, faut pas usurper. C'est Amadou Tidiane Dia. Amadou Tidiane Dia. Amadou Tidiane. C'est bien au général. Le titre quoi? Amadou Tidiane Dia. Khalifa Mal, ancien grand chancelier, si tu veux. Ancien grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Ancien TG4, je ne sais pas. C'est pas les gens qui étaient indisposés de sauts.